Et bonsoir tout le monde, on est très heureux de vous retrouver ce soir pour un webinaire fiscalité comptabilité. Dites-nous dans le chat si tout est OK niveau son, niveau vidéo, qu'on puisse faire des réglages avant d'attaquer dans le vif du sujet. On est très heureux de vous retrouver ce soir. Allez, on va voir un petit peu les commentaires. Mettez-moi un petit message dans les commentaires pour nous dire si tout est bon niveau son, niveau vidéo. Et on va pouvoir attaquer. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est plein de fraîcheur. On est en plein dans l'actualité. On va parler de fiscalité. On va parler de LMNP. On voit beaucoup d'infos circuler. J'ai pas mal de retours. Tout est OK pour moi. Donc, c'est tout bon. S'il y en a qui ont des problèmes, c'est que ça doit venir de chez vous. Ce soir, voilà, comme je le disais, on va parler fiscalité. On va parler loi de finances 2026. On va parler du statut de LMNP. On va bien évidemment parler de ce nouveau statut de bailleur privé qui fait couler beaucoup d'encre depuis pas mal de jours. Et ce soir, pour parler de ces thématiques, je suis accompagné de Christophe, et Christophe qui est un expert en fiscalité. Avant de te laisser te présenter en quelques mots, si tu le veux bien, Christophe, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Nicolas, cofondateur de Calimo qui présente ce soir ce webinaire fiscalité. Calimo, on est une solution de gestion locative adressée à la location longue durée pour tous les propriétaires qui veulent gérer avec des outils comme un pro, mais sans y passer des heures. Donc, on vient répondre à un besoin pour un investisseur immobilier, depuis la gestion des candidatures, en passant par les contrats de location, l'édition des quittances, des états des lieux numériques, etc., etc. On est là pour simplifier, automatiser et sécuriser la gestion locative des particuliers au sens large, qui sont en nom propre, en SCI, etc. Et on vient également justement les accompagner sur toute cette partie fiscalité, comptabilité, qui est un des volets les plus importants de l'aspect investissement locatif. Et donc, ce soir, pour parler de fiscalité, comptabilité, je suis accompagné de Christophe. Christophe, si tu veux te présenter, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Nicolas. Moi, je m'appelle Christophe Duprat, je représente ici l'équipe fiscale de Calimo. Parce que c'est vrai que Calimo, en plus d'avoir un super versant gestion locative, hyper automatisé, il y a aussi toute la partie fiscale. Et donc, je suis là pour traiter pour tous les clients Calimo et ceux qui vont le devenir, bien sûr, les déclarations fiscales, la comptabilité, la télétransmission, le conseil sur le meilleur régime fiscal, le meilleur schéma de détention et comment optimiser chaque année sa déclaration de revenus locatifs. Parfait. Pour des questions pratiques, bien évidemment, ce soir, c'est un webinaire qui est interactif. On est là également pour vous poser des questions. Donc, on va parler de comptabilité. On va réserver un créneau à la fin pour toutes vos questions. Donc, peut-être qu'on y aura déjà répondu en cours de route. Pour ce faire, je vous invite à poser toutes vos questions dans la petite rubrique Q&A, donc Q&A pour les questions et les réponses, de façon à ce que nous, on puisse les tracer, parce qu'il y a risque sinon de se noyer dans le chat. Donc, il y aura bien évidemment une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. La question que tout le monde se pose, je dois partir un petit peu plus tôt, j'ai les enfants, etc. Je peux pas assister à la fin. Oui, il y aura un replay qui sera diffusé. Ne vous inquiétez pas s'il y en a certains d'entre vous qui loupent le début ou qui ratent la fin. Et du coup, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet pour pouvoir vous parler de comptabilité. Optimiser sa fiscalité locative dans un contexte de réforme. Bien évidemment, vous le savez, actuellement, il y a la loi de finances 2026 qui est en plein vote. Cette loi de finances, elle pose beaucoup de questions. Mais avant ça, on va vous reparler un petit peu de fiscalité. Donc, le but, c'est bien évidemment pas non plus de faire un cours magistral qui est ennuyeux. On va aller droit au but du sujet, mais pour qu'on puisse anticiper et expliquer un petit peu les réformes et en quoi elles vont impacter un investisseur immobilier, il est important quand même de pouvoir avoir quelques notions qu'on va rappeler juste ici. Christophe, je te laisse le soin de nous rappeler tout ça. Bien évidemment, disclaimer, tout ça, on ne fait pas du conseil en investissement locatif, on n'est pas, voilà, tout ça est à prendre au pied de la lettre avec bien évidemment un principe de précaution, tout en sachant que cette loi de finances et les mesures qui sont aujourd'hui déjà votées par l'Assemblée nationale ne sont pas encore définitives. Cette loi de finances, il faut qu'elle soit validée par le Sénat, ensuite potentiellement par le Conseil constitutionnel. Il y a encore potentiellement de la censure qui peut arriver comme on avait connu l'année dernière, etc. Donc on va parler de ce qui a été voté aujourd'hui, mais qui peut encore sensiblement évoluer. Exactement. Ce disclaimer est super important parce que ce qu'on va raconter aujourd'hui, on est le 18 novembre, c'est valide le 18 novembre. Donc si vous regardez ce replay un autre jour que le 18 novembre, ça change tellement vite qu'il peut y avoir des contre-vérités. Donc, faites vraiment attention à ceux qui bénéficieront de ce replay. Ce qui est dit ici est valide au 18 novembre et ça va évoluer. Donc, n'hésitez pas là aussi à revenir vers nous pour faire un point de situation. On va pouvoir vraiment vous dire ce qu'il en est.
Alors, la première partie, effectivement, donc le sommaire, bien sûr, on va voir les fondamentaux. On va installer le bon vocabulaire pour être sûr, ensemble, on est plusieurs centaines sur ce webinaire, de parler de la même chose avec le même terme. Je vais vous rappeler ensuite ce qui a déjà été changé avec la loi de finances 2025. Il y a eu des modifications sur le régime micro et sur l'amortissement et son impact à la plus-value dans les régimes réels. Je vais vous dire où est-ce qu'on en est dans la loi de finances 2026. Donc, il y a du changement. On n'est pas au bout du chemin, mais quand même, il y a des choses qui se passent. On ne va pas arrêter d'acheter, on ne va pas arrêter de vendre, on ne va pas arrêter de louer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire entre maintenant et cette fin de loi de finances pour que derrière, vous continuiez à prendre les bonnes décisions? On fera sans doute un webinaire plus tard, une fois que ces éléments seront tout à fait définitifs. Très bon commentaire de Sam. Exactement. Alors, quelques éléments de vocabulaire. On a différents types de location. La location nue et la location meublée. En location nue, on perçoit des revenus fonciers. En location meublée, on perçoit des revenus BIC, BIC, pour bénéfices industriels et commerciaux. Ça, c'est pour une détention en direct. On peut aussi être en détention par société, via des SCI, des SARL de famille, des SASU, etc. Et donc, les sociétés sont soit à l'IR, impôt sur le revenu, on parle alors là aussi de revenus fonciers, soit les sociétés sont à l'IS, SCI ou autre, on parle alors à nouveau de revenus BIC. OK ? J'espère que c'est bien clair pour la partie revenus fonciers. On ne perçoit pas de revenus fonciers en location meublée. Quand on est en nu, on est plutôt autonome pour faire sa déclaration de revenus. Si c'est compliqué, on peut quand même le faire pour vous, rassurez-vous, mais la plupart des investisseurs, des bailleurs, sont autonomes en location nue, qu'ils soient au régime micro-foncier, avec un abattement de 30%, ou qu'ils soient au régime foncier réel, à déduire de revenus locatifs l'ensemble des charges déductibles en revenus fonciers. En meublé, c'est un peu pareil. On est autonome au régime micro-BIC, où on bénéficie d'un abattement de 50% sur le revenu locatif, mais on n'est pas autonome quand il s'agit de déclarer au régime réel. Parce qu'au régime réel, on déduit bien sûr toutes les charges déductibles et on déduit aussi l'amortissement qui est calculé par le comptable. L'amortissement, c'est un calcul complexe que je peux vous expliquer si un jour il y a ce besoin, mais ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui, l'amortissement restant quelque chose de dédié plutôt au comptable qui va prendre cette responsabilité du calcul de l'amortissement. Voilà, ceux d'entre vous qui sont déjà investisseurs immobiliers, qui ont déjà fait leur déclaration, c'est des notions qui doivent vous parler. Ceux qui sont qui viennent d'acquérir un bien et qui n'ont pas encore fait leur première déclaration, vous allez vite vous retrouver dedans et vous allez voir que ça peut être un petit peu le bourbier rapidement et le risque d'erreur, on est vite tombé dedans. Pour reprendre un petit parallèle qui parle peut-être potentiellement un peu plus à tout le monde, c'est le même principe que la déclaration de revenus quand vous déclarez vos revenus du travail. Soit vous optez pour un abattement forfaitaire de 10% de la totalité de vos revenus. Donc, par exemple, vous avez gagné 50 000 euros sur l'année, vous pouvez opter pour l'abattement de 10% et du coup, vous serez fiscalisé sur 45 000 euros. Ou alors, vous avez eu plus de dépenses dans le cadre de votre travail. Et dans ce cas-là, vous pouvez déduire les dépenses réelles. C'est exactement le même mode de fonctionnement qu'on applique aux revenus tirés de la location. Et bien entendu, pour faire du meublé, notamment qu'on est en nom propre, il faut être immatriculé, donc notamment sous le statut du LMNP, loueur meublé non professionnel, ou LMP quand on dépasse certains seuils. Donc, il y a quand même des formalités à effectuer. Là, on est un peu considéré comme un semi-professionnel aux yeux notamment du fisc. Alors, c'est vrai. Le LMNP, c'est vraiment la limite. Il y a des côtés où on fait comme un particulier. Il y a des côtés où on fait comme un professionnel, comme s'immatriculer, par exemple. Donc, il y a effectivement cette limite. Alors, comment ça se passe? Faisons un focus sur le meublé, parce que c'est vraiment ce qui a changé en 2025. On n'a pas touché aux revenus fonciers, on a touché aux revenus BIC. On a touché aux revenus BIC au régime micro, en rabotant l'abattement du régime micro. Il était de 71% pour les locations de tourisme, 50% pour les autres locations longue durée. Là, maintenant, de 71, on est passé à 30% pour les locations touristiques lorsqu'on n'est pas classé. Et surtout, les seuils qui permettent d'accéder au régime micro, donc les plafonds du micro, ont drastiquement baissé. On est passé de 188 000 euros à 15 000 euros
par an. Donc, il y a plein de gens qui se sont retrouvés de manière obligatoire à déclarer au régime réel, alors qu'ils étaient habitués à avoir un super abattement de 71%. Donc, ça veut dire qu'ils payaient de l'impôt que sur les 29% restants après abattement, sans s'embêter avec une comptabilité. Tout ça, bien sûr, ça a été rattrapé par la loi de finances 2025, qui a vraiment rabaissé drastiquement ces seuils et aussi rabaissé ces taux d'abattement. Alors ensuite, une fois qu'on a déclaré au régime micro-BIC, quand on a bénéficié de cet abattement, il reste la partie fiscalisée. Donc là, par exemple, si je prends un abattement de 50%, ce qui est aujourd'hui le cas, quand on bénéficie d'un abattement de 50%, on enlève 50%. Et donc, il reste 50%. Et on paye des impôts sur ces 50%. Les impôts qu'on paye, c'est la tranche marginale d'imposition. Souvent, c'est 30% chez nos clients. Il y a plus, il y a moins, mais 30% représente la grande majorité, auquel on ajoute les cotisations sociales. 17,2% aujourd'hui. On verra que ça va évoluer. Mais donc, ce 17,2%, ça veut dire que pour la majorité de nos clients, on paye 47% d'impôts, donc quasiment 50% d'impôts, sur le revenu taxable. OK ? Quand on est au BIC réel, des revenus bruts, on déduit les charges déductibles, on déduit l'amortissement, et en général, ne serait-ce que l'amortissement à lui seul, il vient effacer vraiment une majeure partie du revenu taxable. Donc, on est dans la plupart des cas en déficit. On affiche un résultat taxable négatif. Donc déjà, pas d'impôt en plus. Ce résultat négatif, il ne vient pas s'ajouter ou se déduire des autres revenus, des salaires par exemple. Il vient se reporter les années à venir sur la même catégorie de revenus. Et on a vu que la catégorie de revenus, c'était les revenus BIC. Donc, ce déficit, il se reporte d'une année sur l'autre. OK ? Ça, c'est ce qui a été acté avec la réforme de 2025. J'ajoute un point supplémentaire qui est hyper important. C'est qu'en fait, en 2025, on a acté la réintégration des amortissements déduits au calcul de la plus-value. Chaque mot est hyper important. Donc, la réintégration, ça veut dire qu'en fait, quand on calcule la plus-value, avant, la plus-value, c'était le prix de vente moins prix d'achat. Je vous passe les frais de notaire et les petits travaux et compagnie. Maintenant, la plus-value, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, plus les amortissements déduits. J'insiste sur le déduit. Ça veut dire que ce sont les amortissements qui vous ont permis de ne pas payer d'impôts. Les amortissements qui vous ont amené des résultats fiscaux positifs à zéro. Le reste des amortissements, ceux qui ont été mis en réserve, ils ne sont pas réintégrés au calcul de la plus-value. Donc, ceux qui ont eu un amortissement rapide, qui ont vraiment effacé tous leurs revenus et qui ont fait une grosse réserve d'amortissement, c'est pas grave. C'est pas une punition. Cette réserve d'amortissement n'est pas ajoutée au calcul de la plus-value. C'est ce qui faisait un petit peu la beauté du régime LMNP, LMNP, ce qu'on avait le choix, on va dire, pour vraiment simplifier les choses au maximum. Soit souvent on optait pour l'allocation nue, mais on payait de l'impôt immédiatement tous les ans sur sa déclaration d'imposition, sauf les cas avec un déficit important, etc. Mais souvent, on était fiscalisé immédiatement sur de l'argent qu'on avait. Soit on optait plutôt pour un investissement en société avec une SCI à l'IS, ce qui permettait de ne pas payer d'impôt immédiatement, mais du coup, il y avait ce système de réintégration des amortissements au moment de la cession du bien qui existait déjà. Donc, en fait, on avait le choix entre l'allocation nue en nom propre et on était fiscalisé immédiatement, soit investir en société, on était fiscalisé plus tard. Et il y avait entre les deux ce fameux LMNP qui permettait de bénéficier du meilleur des deux mondes. On pouvait investir en nom propre sans être fiscalisé forcément à la sortie parce qu'il n'y avait pas cette question de la réintégration des amortissements qui faisait grincer des dents les pouvoirs publics, certains du moins partis politiques depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on considérait le régime LMNP comme une véritable niche fiscale parce que ces abattements permettaient de ne pas payer d'impôts à l'instant T et ces amortissements n'étaient pas réintégrés au moment de la cession. Et donc, du coup, au moment de la revente du bien, on n'était pas forcément non plus imposé outre mesure. Et tout ça, effectivement, les règles du jeu ont un peu changé, ce qui a fait grincer des dents beaucoup d'investisseurs. Parce que quand on change les règles du jeu en cours de jeu, c'est toujours un peu plus compliqué. Quand on fait un investissement avec des règles au départ et que quelques années plus tard, ça vient changer, ça peut remettre en question toute la rentabilité d'un investissement. Oui. Alors effectivement, c'est tout à fait ça, Nicolas. Maintenant, on se rappelle aussi que cette non-réintégration des amortissements déduits au calcul de la plus-value était une erreur originelle
de la création du statut LMNP. En fait, au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, il y a un amateurisme effrayant. Il y a des erreurs de transcription. L'année dernière, par exemple, ils s'étaient trompés et ils avaient monté l'abattement de l'allocation touristique classée à 92%. C'était délirant et ils se sont trompés, ils se sont rendus compte de l'erreur, mais en tout cas, ça avait été promulgué comme ça. Donc, on a dû attendre de la jurisprudence et puis des transformations pour ne pas tomber dans ces panneaux-là. Donc, cet amateurisme, c'est ce qu'on subit. Mais par contre, Nicolas a raison, je dirais, dès lors qu'on change une règle, ça y est, on rompt la confiance. On a toujours eu au Uno ici. Alors, est-ce qu'on fait les cartes rouges? Est-ce qu'on fait les cartes noires? Est-ce qu'on fait le zéro pour changer de sens, etc. On a chacun ses règles. Mais quand on change en cours de partie, ça ne marche pas. Il faut que la partie éclaire les prochaines règles. Mais c'est vrai que cette versatilité du règlement est un vrai problème, moi, je trouve. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2025. J'ai vu un commentaire sur ce point et c'est important de le signaler. La réintégration des amortissements, effectivement, elle augmente mécaniquement la plus-value. Plus on a d'années de location, plus on déduit de l'amortissement, plus on augmente la plus-value. Mais en même temps, on a cet abattement sur la durée de détention qui fait que l'impôt sur la plus-value ainsi calculée diminue avec le temps en termes de pourcentage. On passe de 36% d'impôt plus cotisation sociale. Je vous simplifie l'histoire. Donc 36% les 5 premières années qui diminuent pour arriver jusqu'à 0% de manière quasi linéaire au bout de 30 ans. Donc, quand on garde un logement 30 ans, aujourd'hui, je vous parle le 18 novembre 2025, même une énorme plus-value taxable est taxée à 0%. Donc oui, l'immobilier se fait dans le temps long. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en 2026 ? En 2026, on se dit qu'on n'a pas assez changé les règles en 2025, donc on va changer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu déjà, d'une part, un rapport qui est sorti au mois de juillet, commandé par la ministre Valérie Létard de l'époque, qui s'appelle le rapport Daubresse-Cosson. Ce rapport, il a décidé de remonter l'abattement du microfoncier à 50 au lieu de 30 pour le mettre à jeu égal avec le meublé. OK. Il a décidé de… Alors déjà, surtout, je fais quand même un commentaire un petit peu plus sur la forme, sur le fond, pardon. Ce rapport Daubresse-Cosson, il reconnaît une crise du logement proposé en location avec une vraie baisse de l'offre locative qui a vraiment baissé drastiquement ces 5 dernières années. Et donc, il reconnaît aussi le rôle social du bailleur. Un bailleur, c'est quelqu'un qui propose un logement, qui met de l'argent, ou l'argent de la banque, on est d'accord, et qui va prendre des risques, et qui va s'embêter à trouver un locataire et à lui donner un logement. Et ça apporte… Les bailleurs privés logent un foyer sur 5 en France. Et depuis quelques années, on a un petit peu cherché quand même à dégoûter ces bailleurs privés avec justement une espèce de déséquilibre de droit, avec une fiscalité un petit peu plus répressive à chaque fois. Donc, il y a des gens qui sont détournés de ça. Et la conséquence, elle est directe. Boum, moins de logements à louer. Les plus âgés parmi nous, comme mon âge, et qui veulent mettre des enfants en studio pour leurs études, ils savent de quoi je parle. Donc, ce rapport, il a souhaité inciter à l'investissement locatif, au retour à l'investissement locatif, sans que ça coûte une fortune au fisc, à l'État. Parce que les Pinel, ça coûtait une fortune à l'État, effectivement. Donc, ce statut d'entrepreneur, ça s'est traduit aussi, que ce soit en nu ou en meublé, par une comptabilité plutôt d'entreprise. D'où ce rapport, ce statut du bailleur privé. Et donc, qui embarque la possibilité d'amortir un bien, même en location nue. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'adore ce rapport Daubresse-Cosson, location nue, pour du neuf, pour de l'ancien avec travaux. Et plus on baisse le loyer, plus l'amortissement est bonifié. Moi, je trouvais ça hyper intéressant, vraiment. D'autres petites astuces, un déficit foncier boosté. Le déficit foncier, je vous rappelle, c'est en location nue. Quand vous faites des gros travaux dont le montant est supérieur à vos revenus locatifs annuels, la différence, donc le déficit que vous calculez, loyer moins charges moins travaux, vous pouvez le déduire de vos autres revenus, du salaire, à hauteur de 10 700 €. Donc, ça vous fait une vraie réduction d'impôt qui peut là aussi se porter d'une année sur l'autre. Enfin, point intéressant, on sort les logements proposés en location en résidence principale de l'IFI. Moi, je trouvais ça intéressant. Et la plus-value, au lieu d'attendre 30 ans pour une exonération complète, c'était 20. Donc, tout ça, ça allait quand même dans le bon sens.
C'était un rapport coécrit par les Républicains et les démocrates. Ceci explique cela. En parallèle, il y a eu l'amendement de Inaki Echaniz, donc Parti socialiste, qui lui a décidé non, les rentiers, ça va 5 minutes, on va plutôt remettre sur un pied d'égalité le nu et le meublé, parce qu'en fait, les locataires, ils veulent que du nu. Et donc là, on leur propose que du meublé, parce qu'il y a l'amortissement. Donc, on va supprimer l'amortissement, comme ça, on va jouer à jeu égal entre le nu et le meublé. Voilà, donc ça a été aussi un amendement socialiste. C'est ça qui est intéressant, je trouve, quand tu vois un peu qui dépose les amendements, les projets de loi, les propositions de loi. Quand tu vois le rapport de Brest-Cosson, on était plus sur d'un point de vue un levier psychologique de on va booster la location nue pour qu'elle soit aussi intéressante que le meublé. Alors que quand tu vois les amendements qui ont été déposés par les socialistes, je suis pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt on va pénaliser le meublé pour qu'il arrive au même niveau de médiocrité, si je puis dire, que la location nue. Alors d'un côté, c'est plutôt on va favoriser, et de l'autre, favoriser un régime, et de l'autre, on va plutôt pénaliser un régime, le régime de la location meublée, qui a été beaucoup décrié parce que souvent dans l'esprit des politiques, il y a un vrai amalgame sur location meublée, location saisonnière. Et pour eux, la location meublée, c'est forcément que du Airbnb, alors que non, il y a énormément de location meublée. C'est simplement du LMNP, la location à l'année sur un logement qui est équipé en meubles. Et c'est surtout éviter de voir les 3 millions de logements vacants en France. Mais ça, on en reparlera sur un autre webinaire éventuel. Donc, 2 amendements assez opposés dans leur direction et leur philosophie. Et un troisième qui faisait un peu la synthèse. Je l'appelle le gouvernement. J'aimerais rester un peu plus au gouvernement, s'il vous plaît. Vincent Jeanbrun, notre actuel ministre du Logement. Lui, il a pris un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Donc, en fait, on va amortir un petit peu moins sur seulement 80%, seulement 9, avec un engagement limité. Et surtout, on va caper la déduction de l'amortissement à 5 000 € par foyer. Voilà, c'était sa proposition, finalement. Et puis là aussi, doublement du déficit foncier, pas inintéressant. Tout ça, ça a été proposé, ça a été voté et ça a été accepté par les députés, parfois à une courte majorité. Mais donc, ça y est, vous avez vu fleurir sur LinkedIn, mort du LMNP, catastrophe, faut partir en Suisse. Tout le monde s'en est donné à cœur joie, alors qu'en fait, il y a un point aujourd'hui qui est important, c'est d'attendre de voir ce qui va se passer vraiment. Là, on secoue un petit peu les dés, ils ne sont pas encore jetés, mais on voit vers quoi ça va. C'est en tout cas ces 3 amendements qui ont finalement donné lieu au 4e. Et là, on va passer au slide suivant pour voir le 4e amendement, celui qui est vraiment à étudier. C'est celui qui a été proposé et voté vendredi dernier. Je ressouligne, on a ici le 11 novembre. Donc, ce que je vous dis est valide le 11 novembre. Attention au replay selon la date à laquelle vous regardez ce webinaire. Cet amendement, c'est le 582 rectifié. Le 582 rectifié, il est intéressant parce que c'est un peu un amendement de compromis, de synthèse. Bien qu'on ait déjà adopté les autres, c'est forcément pas ce qui va être accepté au final, mais celui-ci, il a été adopté à une large majorité. À la fois les socialistes, à la fois le bloc central, à la fois LR, à la fois RN, il n'y a que les écologistes et LFI qui a voté contre. Donc, on a vraiment ici un amendement, on va dire, de synthèse, de compromis, qui a plus de chances que les autres de passer. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet amendement? Et je vous mets aussi dedans ces sous-amendements, parce que dans la volée, on en a ajouté quelques-uns. Le micro-foncier, on l'augmente de 30 à 50%, ce qui rend la location nue plus intéressante qu'avant. Et c'est une bonne chose. Ça va dans le mérite de proposer plus de logements en location. 2, on ajoute cette capacité d'amortissement au logement nu. Ce qui est super, là aussi, ça veut dire qu'on va baisser son impôt parce qu'on va pouvoir déduire en plus des charges de l'amortissement. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse uniquement aux logements achetés neufs, achetés anciens avec travaux et dont les travaux représentent au moins 20% du prix d'achat. Donc, souvent, on achetait des logements un peu rénovés. Ça, c'est terminé. On va acheter des logements tout pourris et on va les rénover pour atteindre ces 20% et peut-être pouvoir s'engager sur cet amortissement qui est proposé par le fisc. C'est uniquement valide pour des logements qui sont en collectivité, collective. Donc, les maisons, les bungalows, les mobil-homes, terminé. Uniquement les logements qui sont proposés en résidence
principale. Donc, bien sûr, ça, c'est pour aller kicker dehors tout ce qui est Airbnb, mais on va en parallèle kicker tout ce qui est bail civil. Le bail civil, le locataire ne peut pas en faire sa résidence principale, donc le bail civil ne sera pas éligible à cet amortissement. Le bail civil était un petit peu l'alternative à la location saisonnière. C'est une petite astuce. Donc ça, c'est terminé. Vous avez été repéré, vous, avec le bail civil. L'amortissement, comment est-ce qu'il est calculé? Il est calculé en fonction du loyer. Donc déjà, il n'est accessible que lorsque le bailleur pratique un loyer intermédiaire. Ça veut dire sous conditions de revenus et avec des plafonds de loyer selon les zones. Donc intermédiaire, on a droit à l'amortissement. Loyer social, on a droit à un amortissement un peu supérieur. Et loyer très social, un amortissement encore un peu supérieur. Je ne donne pas les chiffres parce que ça changera de toute façon. Mais là aussi, c'est quand même intéressant. Plus on a des populations en difficulté, plus on a un avantage fiscal qui permet de compenser le risque. On continue cette histoire de plafonnement de l'amortissement. Dans l'amendement initial, on était sur un amortissement maximal de 10 000 euros par logement, c'est-à-dire des logements à 250 000 euros à peu près. Là, on vient de plafonner l'amortissement à 8 000 euros par foyer fiscal et avec un maximum de 2 logements. Tout ça, comment ça va cohabiter? On n'en sait rien. Il y a une vraie incertitude et un vrai flou. Donc, il va falloir qu'on retranscrive toutes ces bonnes idées, entre guillemets, pour savoir comment est-ce qu'on va vraiment opérer tous ces points-là. Donc, amortissement plafonné. Et l'engagement de location, hyper important. Si vous louez non pas moins de 9 ans, comme prévu initialement, mais moins de 12 années, vous n'avez plus droit à l'amortissement. Et celui que vous aurez déduit, eh bien, vous devrez le rendre. Donc ça, c'est un point hyper important. Et bien sûr, cet amortissement que vous aurez déduit, il sera réintégré au calcul de la plus-value en cas de revente. Donc là aussi, il faut voir quelle durée de revente. C'est pas encore précisé. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant d'aller se coucher et juste après la buvette, j'ai l'impression. On s'est dit, finalement, l'amortissement en nu, on va le faire à 4, 4,5, 5,5%. Donc, ça veut dire des durées entre 30 et 20 ans, à peu près. Mais par contre, on veut limiter l'amortissement en location meublée. Alors, je me suis trompé là. C'est le point numéro 7, ce n'est pas un amortissement unique en location nue à 2%, c'est l'amortissement unique en location meublée à 2%. Donc, ça veut dire qu'on amortit ensemble tout le bâti, c'est-à-dire 80% de la valeur totale. Je crois que c'est ce qu'ils veulent figer là aussi, donc avec un calcul de code par terrain automatique. Donc, figé à 2%, ça veut dire un amortissement sur 50 ans. Ça, ils veulent le rendre possible uniquement pour les biens qui ont été acquis à partir du 1er janvier 2026. Et on parle là bien de la déclaration de revenus 2026 qui sera à faire début 2027. Donc, ce n'est pas ce que vous aurez à faire en avril prochain dans votre déclaration fiscale. Là, vous bénéficierez de la loi de finances 2025, ce qu'on avait dit auparavant. Okay ? Donc, le conseil que moi j'ai pu donner jusque-là, dépêchez-vous de cranter un régime fiscal existant plus intéressant que celui que vous avez là. On verra quelle sera la rétroactivité en 2026, on n'en sait rien. On verra s'il y a une clause du grand-père qui dira attendez, moi je suis rentré dans le jeu avec telle règle, et là vous changez les règles du jeu et c'est moins intéressant pour moi. Il y aura de la jurisprudence, il y aura des jugements là-dessus. On doit attendre cette jurisprudence, mais voilà ce qui se dit aujourd'hui et voilà l'amendement qui a réuni le plus de voix au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est clair pour ces points-là? Je vois quelques commentaires et réactions. Effectivement, il y a des réactions comme ça. Dès qu'on change un régime, ça fait mal et ça brise la confiance. C'est dommage parce que je trouve que le rapport de Brest-Cosson, puis on va dire le projet de loi initial sur ces points-là, était plutôt pas mal. Et là, ça a été tellement édulcoré que finalement, le statut de bailleur privé, est-ce que ça va pas venir ramener une énième complexité? Parce que autant quelqu'un qui investissait jusqu'à aujourd'hui en nom propre, il avait deux possibilités. Soit il investissait en location nue, c'était une déclaration de revenus fonciers avec du microfoncier ou du régime réel, soit du LMNP avec un système de micro-BIC ou de réel BIC. Là, on va venir rajouter un troisième statut pour certains, d'autres qui vont peut-être détenir des logements en location nue depuis quelques années avec une déclaration revenu foncier classique, qui vont venir coupler, mixer avec une déclaration de
bailleurs privés, parce qu'il y a avec des biens qui vont être acquis postérieurement, à mon avis, ça sent quand même un petit peu le roussi, tout ça, et j'ai bien peur que leur projet, tellement il a été édulcoré que finalement tous les effets qui pouvaient être sympathiques tombent, et que j'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans une énième potentiellement niche fiscale. On a supprimé le Pinel, on essaye de recréer quelque chose pour relancer un petit peu la promotion à coup de boost, mais j'ai bien peur que ça fonctionne pas, bien que moi j'étais le premier à vouloir croire à ce régime et le premier à vouloir remettre sur le marché et redonner ses lettres de noblesse à la location nue. J'ai bien peur que là, le projet parte déjà avec une balle dans l'aile, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors tout ce qu'on se dit là, c'est vrai, hein, il y a déjà c'est déjà moins intéressant. On a fait nos simulations, on arrive sur un montant maximal qui répond au cap de l'amortissement. On arrive sur du 1,4, 1,6% de rentabilité nette. C'est un petit peu triste et c'est pas ça qui va relancer en tout cas l'investissement locatif massif comme avait su le faire à un moment d'Épinel. Et je suis vraiment pas un fan d'Épinel aujourd'hui, mais en tout cas ça avait effectivement généré un vrai attrait et puis ça avait relancé la construction. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est que c'est valide pour le foncier, y compris en société, c'est-à-dire en SCI à l'IR, pas en SCI à l'IS, qui garderait son régime. On verra ce qu'on va en faire de la SCI à l'IS, ce sera l'année prochaine, rassurons-nous. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc le LMP, lui, serait jugé comme étant professionnel, donc pas forcément touché non plus. Donc là, on aura peut-être un vrai attrait à passer LMP et à racheter 3-4 apparts pour que ça rehausse le niveau des revenus locatifs par rapport aux autres revenus. Donc, encore énormément de questions, vous voyez. Mais là, vous avez quand même une espèce de point de convergence et on devrait peut-être normalement pas trop s'écarter de ça, malheureusement. Donc, c'est pas ce qu'on aurait rêvé. Bien que, là, je vous fais une réponse de comptable, plus c'est compliqué, plus il faut des pros pour le faire. Donc, nous, on n'est pas non plus que malheureux si jamais on met en place ces amortissements. Ouais. Et là, surtout, on voit l'engagement de location qui passe déjà 9 ans. On est quand même sur une période plutôt longue. 12 ans, encore une fois, on recolle un petit peu au seuil du Pinel et des autres dispositifs fiscaux qu'on avait pu connaître. Un point que j'ai pas forcément suivi, je sais pas si tu as la réponse là-dessus, dans le rapport de Brest-Cosson, le rapport proposait d'exonérer totalement, et tu en as dit 2 mots, la plus-value sur l'impôt sur la plus-value au bout de 20 ans. Je ne sais pas si ce point-là a été repris dans le projet de loi de finances. Moi, je n'ai rien vu passer. Non. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'encore une fois, ça pouvait remettre un petit peu de confiance sur le marché. Ouais, pas à ce stade, pas à ce stade. Donc, on sait bien que la plus-value, elle est uniquement lorsqu'on a des droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire qu'on vend. Quand on transmet ou qu'on hérite, on n'a pas cette situation. Donc, il va falloir aussi envisager le logement sur 2 générations pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre à la génération d'après les logements et éviter ainsi cette réintégration des amortissements et ce calcul de la plus-value taxable. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On pourra y répondre dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions dans la rubrique questions et réponses. Et on va répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Alors, c'est ça. Le régime du bailleur privé, on pense que ça va être un régime proposé qui sera parallèle au régime commun. Le régime commun, c'est des loyers non plafonnés, c'est pas d'amortissement, c'est faire du foncier comme on faisait avant à la papa. Et donc, c'est quelque chose qui serait obligatoire, en tout cas, de suivre. Ok, ce sera une proposition, ce sera un truc en plus qui pourrait aller de temps en temps, mais pas forcément. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant sur la mise en musique de ce statut du bailleur privé, de cette loi de finances? Parce qu'en fait, ce sera promulgué, donc activé, uniquement lorsque la loi de finances 2026 sera elle-même promulguée, donc mise en application. On se rappelle pour ça qu'en 2025, la loi de finances avait été promulguée, non pas fin 2024, comme ça aurait dû être le cas, mais mi-février 2025. Donc, toute cette première partie d'année, personne ne savait quoi faire, on se regardait en rond comme ça, on se reniflait, mais simplement cette année, il peut se passer la même chose. Là, aujourd'hui, on est entre le 4 novembre et le 23 novembre, on est le 18. Vendredi, l'Assemblée nationale doit avoir fini de voter son budget. Il reste environ 1800 amendements à voir. Ils n'y arriveront pas. Donc, ils vont recevoir un truc au Sénat pas terminé. Et au Sénat, ils se sont dit, nous, on est beaucoup plus vieux que les députés, on est beaucoup moins idiots, on va se remonter les manches et on va arrêter cette gabegie fiscale. Bon, chaque fois qu'ils ont dit ça, ils n'ont rien fait. Au final, ils étaient plutôt à la buvette, on le sait bien. Donc, ce qui peut se passer, c'est un renversement du gouvernement. Pas impossible, mais c'est pas mon scénario central.
gut feeling, hein, donc n'attaquez pas ce que je dirais, ça peut très bien se passer quand même, je ne suis pas un insider là-dessus. Mais par contre, je pense que la loi de finances ne pourra pas être votée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on s'attend plutôt soit à une loi spéciale, soit à un vote par ordonnance. Le vote par ordonnance, c'est un peu pire que le 49.3. Donc là, il serait quand même vraiment foutu de nous en disant pas de 49.3, faire de l'ordonnance. J'y crois pas trop. La loi spéciale, ça veut dire que le gouvernement se dit, OK, vous avez voté ça, vous avez choisi ça, vous avez refusé ça, vous avez voté ça et ça, qui pourtant sont complètement opposés. Hein. Je reprends les deux amendements LR et gouvernementaux et socialistes. Ça n'a rien à voir. Les deux ont été votés. Donc, au gouvernement de faire la synthèse, on a une loi spéciale qui promulguera. Et là, on verra ce qu'il y a dedans. Donc, si ça se rapproche de ce qu'on a vu au slide précédent, eh ben, ça sera ça. Peut-être qu'ils ajouteront des petites distinctions sur la durée des tensions, la réintégration des amortissements, le déficit foncier qui prend ou pas compte de l'amortissement, la durée d'engagement de location. Tout ça, ça reste encore des vraies incertitudes. Ce qu'on va voir après, c'est quel est le niveau d'incertitude souhaité et subi avec ce côté justement très amateuriste. On le fait dans l'urgence, donc ce sera pourri. Voilà, on s'y attend. Qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce cadre où ça va globalement pas dans le bon sens et on sait que la qualité sera globalement pas celle attendue? On revend tout. On revend tout ou on se pose les bonnes questions. Alors sur le slide suivant, vous allez voir effectivement qu'est-ce qu'on se pose comme question. Hop, je vais nous rebasculer en bas. Tu nous rebascules en bas? Ok, ça marche. Alors, pour les investissements en place, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Ça va être des OBO, des crédits lombards, de revente à soi-même pour éviter un régime de détention propre et repasser sur un régime plus stable. Le régime des sociétés est aujourd'hui plus stable. Hein. On n'a pas attaqué en 2025 les SCI, on n'a pas attaqué en 2026 les SCI non plus. On a commencé à regarder le holding qui avait trop de trésor. Ça reste quand même assez limitatif comme impact. Donc finalement, le sujet SCI revient vraiment sur le devant de la scène. On saura vous conseiller sur ces sujets-là. Alors, c'est pas l'école de 10 minutes, il faut aller un petit peu en profondeur, qui a un petit coup là-dessus, mais on saura vous conseiller sur les schémas de détention aujourd'hui et demain, selon ce qui se passera. Après, pour les prochains investissements, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Si vous êtes là, c'est quand même que vous vous intéressez à l'investissement immobilier. Donc, la première vraie question, c'est la classe d'actifs. Immobilier ou pas immobilier? Valeurs mobilières, etc., tech française, etc. Donc ça, bien sûr, je ne saurais que vous encourager à diversifier vos portefeuilles. Moi, je suis un expert de la fiscalité immobilière, donc sur tout le reste, je ne suis pas compétent. Donc bien sûr, je vais vous parler surtout de l'immobilier. Alors, immobilier, ça peut être direct ou ça peut être papier. Les SCPI, est-ce qu'elles s'en tireront mieux? On va voir. Ça se trouve, il y aura aussi une fiscalité qui va être un petit peu revue quand tout le monde aura basculé vers ces SCPI qui rempliront pas non plus le besoin de logement qui sont plutôt orientés vers les bureaux et les commerces et les hôpitaux, etc., etc. Toujours sur la classe d'actifs, quelle sera la distinction entre le neuf et l'ancien? L'ancien rénové ou l'ancien à rénover? Avant, on était à 15% de travaux, on est à 20% de travaux. Est-ce que les artisans vont augmenter leur levier de 30%? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on avait plutôt tendance à vendre un truc un peu refait. Maintenant, il faudrait plutôt vendre un truc un peu pas refait pour laisser aux gens la capacité de le refaire et d'aller chercher leurs 20% si vraiment c'est le régime qu'ils veulent aller utiliser, le régime du bailleur privé. Ça, c'est la première gamme de questions qu'il va falloir se poser. La deuxième, c'est le schéma de détention. Vous voulez faire de l'IMO neuf ou ancien, on achète comment? On achète en direct, on achète en société, on achète en régime mère-fille, avec une société à l'IS détenue par une holding. Et là, ça marche qu'à partir de 2 sociétés. Ce régime mère-fille, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, ça prend son ampleur, sa puissance à partir d'une deuxième société sous une même holding. Et là, vous avez des transferts de trésorerie qui peuvent se faire à une fiscalité vraiment agréable de 1,25%. C'est vraiment intéressant. Je vous parle là le 18 novembre 2025. Je le rappelle encore, pardon. Après, une fois que vous aurez identifié votre schéma de détention, et la question doit se poser sur l'achat, l'opération locative et la transmission, bien sûr. Donc, temps long quand même. On va regarder sur le temps long. Quel mode de location? Nu, meublé, courte ou longue durée? Et quel régime fiscal? Régime réel, régime micro, régime bailleur privé. Ce sera un nouveau régime que nous, on a déjà commencé à programmer
dans nos outils fiscaux, bien sûr. Et ensuite, quelle sera la durée de la détention? Est-ce qu'il va falloir attendre 9 ans de location, 12 ans de location, 20 ans de détention, 30 ans de détention? En fait, tout ça, comme aujourd'hui, c'est un outil de pilotage de votre fiscalité. Vous savez que si vous revendez à 25 ans, vous aurez un peu d'impôt, mais cet impôt, il sera augmenté sur son assiette et diminué sur son taux. Donc, tout ça, c'est pareil, des outils qu'on sait vous proposer pour faire ces simulations, de vous dire, si je vends maintenant, dans 2 ans, dans 4 ans, c'est quoi le meilleur scénario? Il y a des moments où il ne faut pas aller vendre. Mieux vaut attendre 5 ans et vendre au bon moment. Donc, tout ça, c'est des graphes qu'on a déjà mis en place qui vont changer quand on a la version définitive de ce statut du bailleur privé, si c'est effectivement le statut que vous allez chercher à considérer. Sachant que l'immobilier et la fiscalité, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et bien au contraire, moi, j'incite souvent à se diversifier, comme tu le disais. On peut très bien avoir des modes de détention multiples, une partie en SCI, une partie en nom propre, avec du nu pour avoir du gros déficit foncier pour venir gommer un petit peu ses impôts, une partie LMNP. Donc, on peut très bien avoir des modes de détention qui soient différentes, avec des durées de détention qui sont également différentes. Ce bien-là, je l'ai acheté pour avoir un gros déficit et gommer mon impôt, je vais le garder 5-6 ans et je le revends. Celui-là, j'aimerais bien le garder pendant 20 ans et aller jusqu'au bout parce que ça va me faire un complément de retraite. Je vais le léguer à mes enfants, j'ai plutôt un objectif patrimonial, plutôt un objectif successoral. Chacun a ses objectifs et c'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être effectivement des objectifs et des modes de détention mixtes et c'est là que le conseil prend toute son importance. Ouais, effectivement, ce conseil, on sait vous le proposer, on sait vous l'installer avec les créations de SCI, les statuts, les publications en greffe, etc. Et on sait aussi les opérer dans la durée. Vous savez, notre posture avec Calimo, c'est effectivement de réaliser vos déclarations fiscales chaque année. Donc, on est là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans à vos côtés. Vous l'avez pas encore vu parce que la suite est assez récente, bien sûr. Mais en tout cas, on est là pour la durée. Et donc, en étant là pour la durée, c'est ça qui nous permet de vous donner le conseil et de voir comment est-ce qu'il va se réaliser. Donc, on peut pas raconter la sauce dans notre posture d'accompagnement de la durée. Et ça, c'est un point important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à votre niveau? J'ai vu passer des liens de pétition. Pourquoi pas? On peut regarder si ça peut faire quelque chose. Je n'attendrai pas la lune non plus, mais à voir. Préparez-vous peut-être déjà à vous mettre en situation de faire une petite vente à soi-même. Donc là, il y a un peu de frais de notaire à aller régler si on se vend à soi-même à une SCI. Hein, c'est des choses qu'il faut envisager et peut-être que ces frais de notaire qui sont pas méga agréables vous permettront quand même d'aller gommer de l'impôt pendant plusieurs années. Je rappelle qu'en SCI et l'IS, les frais de notaire sont déductibles, par exemple. Donc, vous les donnez quelque part, mais vous les récupérez autre part si vous avez une fiscalité qui est déjà taxée, c'est-à-dire un résultat fiscal positif. Ensuite, il va falloir, bien sûr, aller voir vos députés, vos sénateurs, vos maires pour faire entendre votre voix. C'est un poil tard. On va se le dire, mais ça y est, là, il reste jusqu'à vendredi. Normalement, ils sont censés faire du 15 heures par jour. Et on ne va peut-être pas le faire, mais en tout cas, ils ne vous prendront pas au téléphone pour avoir votre feedback sur ce qui se dit à l'Assemblée. Mais à un moment, il faut aller voter convenablement. On a les dirigeants qu'on mérite, c'est ce que je dis souvent. Et malheureusement, c'est ça. Donc, voilà, on a c'est les règles du jeu qu'on s'est données et qu'on a données à nos dirigeants aujourd'hui, qu'ils soient à la Chambre basse, l'Assemblée des députés, ou à la Chambre haute, le Sénat. Okay. Donc, il faut qu'on fasse un webinaire. Je pense que c'est un commentaire que j'ai vu revenir régulièrement. Il faut qu'on fasse un webinaire quand on y verra plus clair. Et on verra à un moment, pour la majorité des gens qui sont en meublé, est-ce qu'il faut mieux rester un petit peu ou se faire une vente à soi-même en SCI? Pour la majorité des gens qui sont en SCI, est-ce qu'il y a des changements? Pour la majorité des gens qui veulent acheter, c'est quoi le bon deal du moment par rapport à justement ces loyers sociaux, très sociaux abordables? Est-ce que vraiment l'amortissement vaut le coup? Ou est-ce que de toute façon, vu qu'on n'est pas payé pour le loyer et que le risque il est énorme, on va arrêter? Donc voilà, on va vous reproposer, bien sûr, avec Nicolas, une nouvelle date pour qu'on puisse revoir ensemble les meilleures actions. Dans tous les cas, ce que j'aimerais que vous reteniez, moi, ce soir, c'est qu'on a la capacité à vous accompagner sur tous les régimes fiscaux. Et ça, c'est finalement assez unique. Allez voir vos partenaires comptables et fiscaux. En général, ils font 1 à 2 régimes. Ils font le LNP. Certains font aussi la SCI. Mais quand on n'a qu'un régime à proposer, c'est le seul qui vous conviendra, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on traite les 48 régimes fiscaux existants en France. Tous les schémas de détention. Et demain, on traitera bien sûr le bailleur privé. Je pense qu'il sera live chez nous, je dirais mi-décembre. Donc, on sera vraiment sur pièce, vous amener vers la bonne situation pour vous. Ça prend un petit peu de conseils parce que nous-mêmes, on va apprendre à vos côtés sur les tout premiers échanges qu'on va avoir.
Mais en tout cas, dans la durée, on sait pertinemment qu'on saura vous accompagner, y compris sur ces sujets lombar, OBO. C'est pas des choses qu'on va faire en direct. On va plutôt vous amener vers les partenaires pour ces sujets-là. Mais c'est quelque chose qui, si demain ça se généralise, on sera les meilleurs pour le faire comme pour le reste. Non, exactement. Et nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place avec Calimo, c'est de pouvoir accompagner les investisseurs immobiliers sur tous les volets du locatif. Et on sait qu'aujourd'hui, la comptabilité, la fiscalité, c'est un pilier qui est essentiel. Et encore une fois, nous, on savait qu'en développant une solution de gestion locative, la comptabilité, fallait qu'on l'ait parce que c'est une période qui est pénible, qui est stressante. Les comptables, experts comptables, ils sont totalement débordés et chaque année, on a la même problématique avec des déclarations en retard, des mauvaises déclarations, les impôts qui nous relancent, des pénalités, etc. Donc nous, on s'est dit comment simplifier et fluidifier tout ce process. Et c'est pour ça qu'on a intégré la comptabilité directement dans Calimo, ce qui permet de faire sa comptabilité au fil de l'eau comme ça toute l'année avec des super outils comme la synchronisation bancaire. Le compte bancaire est connecté à Calimo et vous avez toutes vos dépenses au fil de l'eau qui arrivent. On peut les affecter automatiquement dans la rubrique comptable. Typiquement, toutes les dépenses récurrentes comme les prêts immobiliers, comme les assurances, la PNO, l'assurance de prêt, etc., on va venir les affecter automatiquement. Et en fait, ça vous automatise votre comptabilité et vous avez tout dans le même outil. À la fois les suivis de paiement, à la fois les suivis des dépenses. Et nous, une fois que votre comptabilité elle est prête et que vous avez souscrit à notre offre fiscale, on va mettre en œuvre la déclaration fiscale. Donc, on va venir mettre en forme votre liasse fiscale et la télétransmettre directement aux impôts. Il y aura bien évidemment un rendez-vous qui sera pris pour qu'on puisse vous conseiller et adapter, voir s'il n'y a pas des choses qui ont été oubliées, des choses à optimiser, etc. Et après, c'est nous qui nous occupons de toute la partie déclaration. Pour vous, tout est simplifié, tout est fluidifié. Ça, c'est à quel prix? La déclaration fiscale, c'est assez complexe. Ça dépend du nombre de déclarants parce que sur Calimo, on a souvent une gestion multi-utilisateur. C'est-à-dire que sur Calimo, pour ceux qui ne nous connaissent pas ce soir, vous pouvez, si par exemple vous avez deux SCI ou une SCI du nom propre, une SCI du LMNP ou plusieurs entités en LMNP, parce que vous avez un LMNP en nom propre plus un LMNP avec votre conjoint ou votre conjointe, à chaque fois qu'on a un déclarant fiscal différent, ça oblige à faire une déclaration fiscale indépendante. On est à partir de 379 € la déclaration fiscale pour un bien et après 149 € supplémentaires par bien sur la même déclaration fiscale. On vient, comme le disait Christophe, gérer tous les régimes fiscaux et on a une super offre. On est les seuls à le faire quasiment même pas quasiment, on est les seuls à le faire, une super offre sur les immeubles où finalement, on a réussi à faire en sorte que pour un immeuble qui va détenir plusieurs appartements, l'intégralité de l'immeuble ne soit considérée comme un bien et ne coûte que 379 €. En plus, pour couronner tout ça, on a le Black Friday qui arrive. On vous a dégoté forcément une super offre pour vous qui participez à ce webinaire ce soir. On vous offre 50 € sur la déclaration fiscale, ce qui fait que vous allez avoir la déclaration fiscale à 329 € au lieu de 379 € jusqu'au 1er décembre. Donc, bien évidemment, la partie fiscalité, elle est à la fois indépendante, mais à la fois incorporée dans Calimo. Et ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir vous accompagner pour faire uniquement la déclaration si vous n'avez pas de compte sur Calimo. Donc ce soir, ceux qui nous découvrent, je vous invite à découvrir Calimo. Vous avez effectivement le lien qui vous a été communiqué par email et vous aurez également un lien qui vous sera adressé avec le replay. N'hésitez pas à aller nous voir. Vous avez une période d'essai de 1 mois pour voir un petit peu comment on fonctionne. Et voilà un petit peu pour l'aspect déclaration. On va pouvoir venir attaquer sur les questions-réponses. Et pour tous ceux qui ont des questions, qui ont besoin d'un conseil, vous pouvez scanner ce QR code, voir effectivement comment on peut vous accompagner par rapport à votre situation particulière. Scannez ce QR code et vous allez pouvoir fixer un rendez-vous avec notre expert fiscal et comptable, Christophe, qui est avec nous ce soir. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à travailler ensemble. Ceux qui sont déjà chez Calimo, vous pouvez d'ores et déjà, dès maintenant, dès ce soir, opter pour l'offre fiscale avec ce code de réduction il n'y a même pas de code, ça va être appliqué d'office, vous verrez. Pour prendre la comptabilité, vous allez dans la rubrique Mon compte tout en haut à droite, puis là, vous avez un petit encart comptabilité, vous pouvez souscrire directement. Et voilà, et ceux qui ne nous connaissent pas, venez nous découvrir, on vous accompagnera également sur l'aspect fiscalité. Maintenant, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vois qu'elles ont été très nombreuses. On va aller voir dans l'onglet questions-réponses, il y en a énormément. La première question de Corinne, est-ce qu'on peut opter pour le LMNP en étant résident d'un pays hors Union européenne?
Alors, réponse oui. En LMNP, en étant hors Union européenne, vous n'avez donc, j'imagine, pas de revenus en France. Donc, vous serez LMNP jusqu'à une somme de loyer annuel de 23 000 euros. Si vous dépassez 23 000 euros de loyer perçu, vous passerez alors LMP. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de bénéficier du régime fiscal LMNP ou LMP. Il faut nous demander de créer votre SIRET, qui est bien sûr, je le rappelle, obligatoire en location meublée. Et on fera votre déclaration fiscale à ces conditions qu'a décrit Nicolas, avec plaisir. Anis qui nous demande en mode BIC réel, combien d'années on peut appliquer l'amortissement? Sauf erreur de ma part, c'est jusqu'à épuisement. Donc tant qu'il y a de l'amortissement à amortir et qu'il y a un intérêt fiscal et qu'il y a des recettes en face, pour moi, on peut amortir sans forcément de durée, donc ad vitam aeternam. Oui, alors l'amortissement, on le calcule, en fait, on l'installe sur une certaine durée. Donc je vous décris ici en 1 minute comment est-ce qu'on calcule un amortissement pour un appartement, par exemple. Déjà, on va enlever le terrain, la cote par terrain. Et ce qui fait la valeur de votre appart, c'est aussi sa localisation. Donc, vous prenez 100 mètres carrés aux Champs-Élysées ou dans la banlieue de Limoges, le même appart, ce ne sera pas le même prix, c'est l'adresse, donc le terrain qui vaut une différence de prix. Donc, une fois qu'on a écarté le terrain qui est une fonction de prix au mètre carré, on va séparer ce qui reste, le bâti, en composants. Gros œuvres, toiture étanchéité, installation technique, plomberie élec et agencement. Chacun de ces composants a une durée d'amortissement. En général, la plus longue, c'est le gros œuvre. Et l'amortissement du gros œuvre, il va entre 50 et 80 ans. Donc, pour répondre précisément, au maximum, c'est rare d'amortir sur plus de 80 ans un bien. Nous, nos plus lointains amortissements, ils sont sur 50 ans pour ceux qu'on installe. Dans tous les cas, on devra reprendre la doctrine d'amortissement qui aura été installée par votre précédent cabinet comptable. Et ces terrains, c'est marrant parce qu'effectivement, il y avait une grosse disparité qui existait entre les différents, les experts comptables et on n'avait pas de, c'était un petit peu soumis à l'appréciation de chacun et à l'application de la doctrine fiscale, mais souvent on avait une dépréciation du terrain de 10% jusqu'à 20%. Bien évidemment, c'est sûr que un terrain de 100 mètres carrés à Limoges ou à Paris, c'est pas le même prix. Et ce qui est marrant, c'est que dans la loi de finances, et notamment dans le statut du bailleur privé, cette cote par terrain, elle a été fixée à 20% point barre. Que le terrain se trouve dans le fin fond d'un département rural ou dans une grande agglomération, on est sur un montant de 20% qui a l'avantage d'uniformiser la chose, mais l'inconvénient de ne pas tenir compte de la valeur réelle du foncier. Alors, ça coûte aux pauvres de province et ça bénéficie uniquement aux Parisiens. Ça tombe bien, nos députés vivent à Paris. Pardon d'avoir dit ça. Exactement. Voilà. Christelle qui nous demande l'amendement L rectifié, 582 rectifié, serait pour les biens achetés en 2026 ou si on a un bien acquis depuis longtemps et que l'on met en location pour la première fois en 2026, ce serait aussi possible. Non, s'il est détenu depuis longtemps, pour moi, ça ne s'applique pas. C'est ma lecture aussi. On verra comment ça se transcrit dans la loi de finances. Donc, ça peut encore évoluer. Mais c'est ma lecture à cet instant aujourd'hui. Peut-être un petit bémol si, par exemple, c'est un bien qui a été acquis il y a quelques années et qu'il y a des travaux, parce qu'on a les fameux travaux avec la requalification dans le neuf. Peut-être si c'est un bien qui a été acquis il y a longtemps, mais que ces travaux ont été faits postérieurement en 2026, il pourra rentrer dans ce cas-là. Et encore là-dessus… c'est même pas sûr. Hein. C'est même pas sûr, effectivement. Ouais. Romain qui nous dit « Pas sûr de comprendre le point, il faut changer de régime rapidement. Ne faut-il pas mieux attendre le vote au Sénat ?» Alors si, bien sûr, il faut attendre… Mais alors, faut attendre si vous achetez un nouveau bien. Si vous avez déjà commencé à louer meublé ou acquis un bien en 2025, moi, ma recommandation, c'est de cranter le régime en 2025 tel qu'il existe en 2025. Parce que si vous le crantez en 2026, peut-être que vous ne pourrez appliquer plus que 2% d'amortissement. Alors qu'en 2025, l'amortissement par composant vous fait un amortissement de quasiment 5% par an les premières années. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Anis qui nous demande le fait de supprimer ou fixer l'amortissement à 2% sur le LMNP remet en cause le modèle. Oui. Est-ce que les anciens logements LMNP seront aussi impactés? Là-dessus, on n'a pas la réponse. On a vu que l'année dernière, on a vu de l'application, pas forcément rétroactive, mais pour les biens en cours, notamment avec la question de la réintégration des amortissements. Il aurait très bien pu être voté l'année dernière le fait que cette réintégration concerne les nouveaux biens acquis en LMNP postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi. Ça a été appliqué de manière rétroactive sur les biens détenus antérieurement. Il n'est pas exclu, d'autant plus que le meublé est quand même un petit peu dans l'œil du cyclone. Il n'est pas exclu que ça puisse être appliqué de manière rétroactive également, mais encore une fois là-dessus, sans certitude. Quentin, quel est votre niveau de confiance sur la clause du grand-père LMNP ?
La clause du grand-père à la MNP. Alors, elle ne s'est pas appliquée pour la loi de finances 2025. Est-ce qu'elle s'appliquera en 2026? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on a un énorme écart de valeur entre deux lois de finances, je me doute bien que des gens qui subiront cet écart de valeur négativement iront prendre avocat et iront plaider leur cause. Donc là, il y a tout le temps judiciaire qui va devoir s'installer et on a des très bons avocats fiscalistes autour de nous. Il y en a des très bons qui postent leur point de vue sur LinkedIn. Je pense à Paul Duvaux, par exemple, qui est vraiment excellent sur ces sujets-là. On verra. On doit attendre une jurisprudence si jamais ces clauses du grand-père doivent être activées. Donc, réponse de Normand. Je ne vous ai pas répondu. J'en sais rien. David qui nous demande: je suis retraité, j'ai acheté des biens il y a plus de 30 ans et je n'ai jamais amorti les biens. Je déclare en micro-BIC, suis-je concerné par tous ces amendements? Alors, si vous déclarez en micro-BIC, dès lors que vous conservez que vous êtes toujours en dessous des plafonds du micro-BIC, vous n'êtes jusque-là pas concerné par ces amendements. Ces amendements concernent le régime réel et les nouveaux logements. Donc, pour moi, non, vous n'êtes pas concerné par ces changements. On pourra se poser la question ensemble si le micro-BIC est toujours le bon régime pour vous, mais pour apporter une vraie réponse durable, il faudrait qu'on se pose cette question dans quelques semaines. Est-ce que ça, c'est souvent des questions qu'on retrouve tout le temps. Est-ce que je dois faire une SCI? Est-ce que je dois faire du LMNP? Est-ce que je dois opter? Tout ça, il n'y a pas de réponse universelle et c'est vraiment du cas par cas. Ouais, j'aimerais donner un petit exemple ici des mauvais conseils qu'on a pu donner pendant 2 semaines. En janvier 2025, on disait aux gens, adhérez à un centre de gestion agréé, vous aurez les 2/3 de réduction. Et ceux qui ont adhéré en janvier 2025, en février 2025, la réduction d'impôts liée à l'OGA a disparu. Et donc, pendant 1 mois, on a dit aux gens, adhérez, vous aurez une réduction qui n'a finalement jamais eu lieu. Donc, on était obligé de rembourser des clients qui avaient adhéré à d'autres services que les nôtres. C'était assez malaisant pour nous d'avoir recommandé dans une règle du jeu et qu'une semaine après, la règle du jeu change et que le conseil devienne mauvais. Ouais, c'est entièrement d'accord. Question de Julien: comment intégrer un bien en LMNP avec crédit en cours, NESI, LIS? Ça, c'est des choses qui sont toujours un petit peu compliquées parce que ça se fait avec de l'apport en nature. Souvent, il faut un commissaire aux comptes, enfin un commissaire aux apports plus précisément. Ouais. Et la problématique qui se pose principalement, c'est une problématique bancaire parce que l'endettement va toujours être sur ta tête. Parce que la banque, c'est très 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 rare qu'elle accepte un transfert de prêt de toi perso sur la SCI LIS. Donc finalement, c'est la SCI qui va percevoir par la suite les loyers, toi qui vas devoir rembourser le prêt. Si tu comptes sur les loyers pour rembourser le prêt, tu peux avoir le frottement fiscal de devoir sortir de l'argent avec du dividende ou autre. Donc ça, c'est possible, mais voilà, ça dépend encore une fois de la situation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Christophe, sur cette question. Non, très clair. Magali, quelle serait la meilleure option pour un achat réalisé début 2025 avec une mise en location en meublé été 2025? Ça dépend de la commentation. Cranter le régime LMNP aujourd'hui tel qu'il existe aujourd'hui. C'est ma reco. Je suis d'accord avec toi, si bien évidemment tu as acheté en nom propre. Petit problème technique de Christophe, on va continuer les questions. Si j'ai bien compris, en LMNP, ce qu'il faut retenir, c'est l'amortissement sur 50 ans. Pas nécessairement. Je ne sais pas si tu as entendu la question, Christophe. Non, je n'ai pas entendu la question, j'ai fait une petite fausse manip, pardon. Si j'ai bien compris, en LMNP, ce qu'il faut retenir, c'est l'amortissement sur 50 ans. Oui, en fait, c'est la traduction mathématique d'un amortissement de 2%. Donc oui, le calcul est bon, mais ça veut dire qu'on va amortir tout le bâti sur 50 ans, quote-part terrain déduite et les quote-part étant de 20%. On va donc amortir 80% de la valeur du bien sur 50 ans. Ça se traduit comme ça, effectivement. Mais attention, il faut que ce soit voté, promulgué, appliqué. Et là, je vais vous faire une petite confidence. Et là, je vais encore nous envoyer quelques petites fleurs. Mais mis à part le service fiscalité de Calimo, je vois aucun outil comptable et fiscal qui saurait s'adapter aussi rapidement à ces nouveaux régimes dès le mois de janvier. Nous, il est déjà fait parce qu'on a vraiment cette techno à jour, moderne, mais les autres outils comptables ne voient pas trop comment est-ce qu'ils vont pouvoir se transformer aussi rapidement. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont vent debout contre cette réforme. Ouais, c'est compliqué. Ça me rappelle un peu la réforme des DPE qui avait dû être repoussée parce que les logiciels techniques des diagnostiqueurs n'étaient pas adaptés pour anticiper cette réforme. On va retrouver un petit peu la même problématique avec cette réforme fiscale. Ouais. Eric, comment se passe le transfert de mon comptable actuel vers vous? Ça, c'est des choses bien évidemment qu'on fait. Au moment de la souscription, on va venir collecter ton ancienne liasse fiscale pour pouvoir récupérer
les amortissements, les immobilisations qui avaient été calculées pour pouvoir avoir cette poursuite de méthode fiscale qui est une obligation en la matière. Donc là-dessus, bien évidemment, il y a aucune problématique, c'est des choses qu'on fait. Bien vérifier la lettre de mission, parce qu'il y a souvent un préavis à respecter de façon à pouvoir mettre fin à la lettre de mission avec le comptable actuel. Et après, la souscription se fait directement en ligne sur Calimo, c'est extrêmement simple. Et du coup, tu as l'interface comptable pour indiquer les différentes catégories comptables et les différentes dépenses qui sont concernées pour cela. J'ajoute 2 petits points de détail. Effectivement, avant de souscrire, mettez fin à la mission de votre cabinet comptable. Là, on est un petit peu passé les délais de préavis habituels. Certains sont souples et c'est OK, parce qu'en vrai, aucun comptable n'a commencé à bosser sur 2025. Soyons clairs. Mais donc, il y en a qui veulent encore vous garder un an de plus en vous obligeant à rester. Certains ont vraiment des conditions délirantes et il faut quasiment mettre fin à la lettre de mission maintenant pour pouvoir nous rejoindre fin 2026. Donc, le plus tôt est le mieux. Moi, c'est ma recommandation. Effectivement, en termes de documents, on a besoin seulement de 2 documents pour poursuivre votre comptabilité. La liasse fiscale, comme a dit Nico, mais aussi le tableau des immobilisations, qui est un document technique que votre comptable doit vous remettre. Et on a cette déontologie entre comptables où, quand on a repris un client, on doit s'assurer qu'il est bien à jour de ses paiements au confrère précédent et le confrère précédent envoie les documents à nous pour qu'on puisse refaire pour qu'on puisse poursuivre ces amortissements et bien recapturer les déficits antérieurs. Alors, on va bientôt dépasser l'heure qu'on avait prévue. On va prendre encore quelques petites questions, mais je suis désolé, elles sont encore très nombreuses. On ne pourra pas répondre à toutes. Si tu es d'accord, Christophe, on fait encore 5 petites minutes de questions-réponses. Et après, on va vous libérer pour aller manger, parce qu'il va se faire tard. Geoffrey qui nous demande, les pros comme vous font-ils entendre la voix des petits bailleurs, comme beaucoup d'entre nous ici, auprès des pouvoirs publics? Comment vous organisez-vous entre professionnels, partenaires, concurrents pour défendre nos intérêts? La question est très légitime. Je ne sais plus si c'est le rapport d'Aubrescosson ou le rapport Le Meur qui indiquait que 99% des logements en location sont détenus par des bailleurs privés. Donc finalement, aujourd'hui, ceux qui logent les gens sont les bailleurs privés et pas des grandes institutions. Donc effectivement, c'est le cumul de ces petits bailleurs qui font aujourd'hui, qui permettent de loger ceux qui sont locataires. Qui représente une part significative de la population. Personnellement, nous, en tant que solution de gestion locative, on est un acteur, on n'est pas du tout écouté. Alors, avec Christophe, on était sur le salon Rent la semaine dernière et on a vu le ministre du Logement arriver, serrer des mains un petit peu à tout le monde, mais ça reste de la politique. Donc finalement, c'est des gens qui savent pas trop de quoi ils parlent, qui ont été parachutés à un ministère qu'ils connaissent pas. En plus, on a vu avec le contexte politique de ces derniers mois que les ministres du Logement, il y en a je ne sais combien qui sont passés en l'espace d'un an. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas trop sollicité, peut-être des acteurs beaucoup plus nationaux, mais aujourd'hui, effectivement, le petit particulier, c'est quand même compliqué pour lui de faire entendre sa voix parce qu'il est un petit peu noyé dans la masse. Donc après, ça se passe aux urnes au moment des élections présidentielles. Alors, j'ajoute quand même que nous, on prend action, c'est-à-dire qu'on est quand même regroupé entre professionnels de la fiscalité immobilière pour aller faire entendre notre voix. Et en fait, nous, toutes nos données, on suit quand même des milliers maintenant de propriétaires bailleurs. On met à disposition nos données et nos simulateurs pour leur permettre de trouver l'impact qu'aura telle ou telle réforme. Jusque-là, on n'a pas été sollicité pour vraiment mettre en place et tester leur réforme, d'où l'amateurisme qu'on voit bien chez eux, mais on a quand même fait des position papers pour dire à nos dirigeants ce qu'on pensait de leur réforme. Après, la portée, elle reste limitée toujours. Adrien, c'est la même question qu'Eric. Comment changer techniquement d'expert comptable depuis l'ancien vers chez nous? Lettre de mission, tu vérifies les délais, tu envoies un courrier de résiliation à ton expert comptable. On a les modèles. Tu récupères la dernière liasse, le dernier tableau de désimmobilisation, tu te connectes sur Calimo, tu souscris à l'offre fiscale. Tu complètes les différentes dépenses avec ou sans la synchronisation bancaire. Et après, c'est à nous de bosser. Je dirais même, je pars sur le contrôle de Nico, si jamais vous avez souscrit et que votre comptable vous laisse pas partir et qu'on peut pas faire votre déclaration fiscale, on vous remboursera bien sûr. Enfin, exactement. On prend de l'argent à pas travailler. Exactement. Là-dessus, nous, on est vraiment d'une souplesse incroyable. Carole, je n'ai pas encore investi, je suis en cours de recherche pour la location locative. Est-ce que je peux vous contacter pour avoir des informations pour ma fiscalité? Alors, ça me semble peut-être un petit peu prématuré à ce stade-là. Il faut déjà voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc là, après, je pense qu'au vu de ta situation,
Puis c'est pareil, c'est en fonction du bien. La fiscalité, c'est une fiscalité qui est adaptée à un bien et à une situation particulière. Donc là, il peut y avoir un audit de ta situation. C'est de l'appel d'experts. Donc tu peux effectivement prendre attache avec nous, mais voilà, tout va dépendre également du bien. Donc dans une phase de recherche, c'est peut-être un petit peu prématuré. Mathieu, je signe l'acte authentique pour un studio la semaine prochaine. Félicitations à toi, Mathieu. J'avais fait mon prévisionnel sur du meublé longue durée après quelques travaux à faire en décembre, location à partir de janvier 2026. Quel conseil me donnez-vous? Garde le cap, continue sur ton LMNP, acte ton régime fiscal. Si tu n'as pas déjà fait ton immatriculation, fais ton immatriculation. Si tu n'as pas souscrit ton abonnement Calimo, souscris ton abonnement Calimo. Viens opter pour le régime fiscal chez nous. Mais moi, je garderai le cap si tu as décidé de partir sur de l'MNP. Très bon choix et continue. C'est comme ça qu'on crante le régime LMNP, en s'immatriculant à une date en 2025. Donc là, tu as acheté en 2025, je ne sais plus quel est le mois. Et ben, c'est à cette date-là que tu dois démarrer ton régime fiscal LMNP et faire ta première déclaration fiscale LMNP sur l'exercice 2025. Même sans revenu, on capturera les charges. Et ces charges créeront un déficit qu'on va se reporter. Donc, déclaration fiscale à faire en 2025 pour se cranter ce régime fiscal tel qu'il est aujourd'hui. Fabien qui nous demande sur Calimo, il est possible d'exporter la déclaration 2044, mais pour les SCI, ça génère une 2044 au lieu de la 2072. Effectivement, avec Calimo, on a intégré tout ce qui est déclaration de revenus fonciers. Donc, il y a la 2044 qui est opérante et opérationnelle. Et là, on est en train d'incorporer la 2072 pour les SCI, qui est un petit peu plus complexe que la 2044. Mais c'est des choses qui seront possibles. C'est un régime fiscal, on traite ces 2072, bien sûr. Encore 3 petites questions. Benjamin, c'est donc l'espace web actuel qui se feront les choses, plutôt onglet finance, mais pour les dépenses, n'avez-vous pas besoin de factures et ça vous les conserver de notre côté? Donc la question plutôt technique de Benjamin. Oui, c'est sur l'espace web de Calimo que vous allez pouvoir catégoriser les différentes dépenses. Le prêt immobilier, les dépenses d'assurance, les dépenses de travaux, les apports en compte courant si vous êtes en société, les frais de notaire, etc., les frais bancaires, les honoraires de gestion, etc. Vous pourrez tout intégrer et tout catégoriser. Les factures, vous allez pouvoir également les mettre dedans, donc les uploader et rattacher une facture à une dépense. Après, la fiscalité aujourd'hui, c'est pas chez Calimo, c'est la fiscalité, la comptabilité. On est sur un système déclaratif. C'est comme quand vous faites votre déclaration sur le revenu, vous joignez pas les justificatifs. Toutefois, pour chaque écriture comptable, vous devez être en mesure de pouvoir justifier d'une pièce comptable en cas de contrôle de l'administration fiscale. Donc nous, on vient pas bloquer le passage d'une écriture s'il n'y a pas la pièce justificative et on pourra calculer l'alias dessus, mais effectuer l'alias dessus et calculer les amortissements, les charges déductibles, etc. Mais si jamais il y a un contrôle de l'administration fiscale, il faudra bien évidemment être en mesure de pouvoir rapporter la preuve de cette écriture et la pièce fiscale si rapportant. J'apporte un petit point de détail. En cas de contrôle fiscal, face à vous, il y aura un humain. Donc, si vous avez effectivement la facture des gros travaux, le tableau d'amortissement de la banque, etc., bien sûr, ça vous l'aurez. Si vous manque 3 tickets de péage, on s'en fiche. Personne n'ira vous embêter là-dessus. Mais s'il y a des doutes parce que tout est un petit peu bizarre, tout semble un petit peu exagéré et que vos 40 000 € de travaux, il n'y a pas la facture, là, vous serez redressé automatiquement. Donc là, un peu de bon sens et vous allez voir que sur les principales dépenses, vous vous attachez bien sûr à conserver les factures en cas de contrôle. Nous, on ne vous les réclamera pas parce qu'effectivement, c'est du déclaratif. C'est votre responsabilité, ces inputs que vous envoyez au service fiscal. Nous, on prend la responsabilité de tout ce qui est calculatoire, présentation et transmission, mais les inputs sont sur votre responsabilité. Question intéressante de Jérémy, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé par rapport à ce que représente le LMP, cette fois-ci, donc le loueur meublé professionnel. Entre parenthèses, recette fiscale nationale, peut-on se dire qu'il sera le prochain statut attaqué ou n'est-il pas intéressant pour le législateur de le réformer? Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, ça va être mon avis personnel. Il est quand même passé au travers des différentes réformes, il n'a pas été impacté par les réintégrations des amortissements, etc. Il est quand même déjà aujourd'hui lourdement taxé parce que soumis à cotisation sociale, etc. Donc pour moi, je ne pense pas, mais je n'en sais rien, que ce soit un statut qui soit réformé parce qu'il concerne finalement assez peu de monde. Et il est déjà quand même lourdement taxé, mais il peut être optimisé, il peut être intéressant à bien des égards. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui intéresse les pouvoirs publics aujourd'hui, mais encore une fois, je n'en sais rien. Moi, j'estime à 10 000 en France le nombre de foyers LMP sur 400 000 LMNP au réel. Okay, donc c'est vraiment quelque chose de mineur. Et 1 million de SCI. Allez, la dernière question.
Pour Florian, logement acheté en nom propre en 2020, mis en location meublée depuis début 2025. Est-ce que l'achat il y a 5 ans limite l'amortissement applicable et comment cranter dès maintenant en LMNP? Ce qui est super intéressant en LMNP, c'est que si jamais c'est un bien que vous déteniez avant, on a souvent le cas des gens qui vont passer leur bien qu'ils détenaient en résidence principale en location, vous avez la possibilité, alors bien évidemment, les travaux que vous avez fait il y a 5 ans, vous ne pourrez pas les amortir. Les frais de notaire que vous avez payés il y a 5 ans, vous ne pourrez pas les déduire ou les amortir. Toutefois, vous avez la possibilité d'amortir la valeur actuelle du bien. Donc, il faudra des avis de valeur de différents agents immobiliers. Moi, je préconise souvent d'en avoir plusieurs et de prendre une moyenne pour pas qu'on vous reproche d'avoir une surévaluation, etc. Mais il sera possible, du coup, d'amortir le bien sur la valeur du bien à l'heure actuelle, qui peut être dans certains cas également assez intéressante parce que peut-être que le bien, vous l'avez acheté 100 000, vous avez fait 50 000 de travaux, donc finalement, vous auriez eu une base amortissable grosso modo de 150 000, et peut-être qu'aujourd'hui, il en vaut 200, donc vous avez une base amortissable de 200. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Concernant le calcul de l'amortissement, c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs avis de valeur. Nous, un seul est suffisant. Hein. On recommande pas mal de meilleurs agents, en vrai, pour les clients qui veulent aller vite. C'est gratuit, c'est bien foutu, surtout pour les biens en ville. Quand vous êtes sur des biens à la campagne, là, il peut y avoir des écarts vraiment énormes. Et après, dans nos outils, on embarque aussi des vérificateurs de valeur. Donc, on a des petits malins qui nous disent que leur bien il vaut 400 000. On trouve qu'il vaut plutôt 120 000. Et là, on va dire, vous êtes vraiment sûr qu'il vaut 400 000 parce que là, nous, on pense que ça vaut un petit peu différemment. Donc, vraiment, vous savez que c'est votre responsabilité. Donc, vous êtes sûr que c'est 400 000. Voilà. On préfère un petit peu doubler les contrôles là-dessus. Et ben voilà, du coup, on clôture sur cette question-là. Oui, il y aura un replay. Je vois qu'il y a beaucoup la question dans le chat. Il y aura un replay qui vous sera communiqué. Merci beaucoup à toi, Christophe, de nous avoir consacré ton temps et ton expertise. C'était un webinaire que moi j'ai trouvé passionnant sur plein d'aspects, notamment la fiscalité, la comptabilité, c'est évolutif. On apprend plein de choses. Et là, c'est vraiment un sujet au cœur de l'actu. Merci à vous qui étiez connectés en direct. Vous étiez nombreux. Donc, n'oubliez pas, ceux qui nous connaissent pas, venez nous essayer. Vous allez voir Calimo, en plus, on est satisfait ou remboursé, une période d'essai de 1 mois. Et surtout, vous avez la réduction de 50 € sur l'offre fiscale pour pouvoir bénéficier de l'offre fiscale à 329 € au lieu de 379 € jusqu'au 1er décembre. C'est un peu notre offre Black Friday en avant-première dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc voilà, ça se passe sur votre compte Calimo dans la partie Mon compte. Vous pouvez souscrire à la partie comptable et prendre tout ça. Merci à tous ceux qui étaient là et je te laisse le petit mot de la fin. Christophe, si tu veux nous dire quelque chose. Bah, génial, non, merci beaucoup. Moi, je suis toujours flippé quand les gens, après le boulot, veulent faire un webinaire de la fiscalité. Donc, ça me stresse un petit peu de connaître des gens comme ça, pour en faire partie, bien sûr. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Il se passe des choses. Donc, on parle de notre métier. Moi, je trouve ça plutôt cool. Maintenant, il va falloir qu'on se reparle parce que vous voyez, on est encore au milieu du gué. Il y a un petit bout de chemin à parcourir. Dans tous les cas, on saura trouver le meilleur parti qui sera peut-être moins bien qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas prendre le pire. On saura vous accompagner pour vous aider à prendre les meilleures décisions sur votre patrimoine immobilier parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on aime faire et on le fait vraiment avec passion. Et voilà, et on fera un petit webinaire d'update pour vous tenir au courant de toute cette actu et de quelle va être l'orientation de cette loi de finances. Et donc, on vous tiendra informé de tout ça. Merci à tout le monde. Merci à Christophe. Bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.